Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce 178e numéro du Synthé Night Club. Une édition un peu particulière pour moi parce que c'est la première que j'anime. Ce soir, on se retrouve pour revenir sur un match aux multiples visages, indécis, haletant, émotionnellement chargé. Un match qui a su nous rassurer offensivement tout en ravivant nos inquiétudes défensives. Bref, du pur Saint-Étienne. Comme le répète chaque semaine Keun ou Kevin et tous nos chroniqueurs, difficile de prétendre à la victoire quand il faut inscrire 4 ou 5 buts à chaque fois pour espérer l'emporter. La 29e journée de Ligue 1 avait pourtant mal débuté ce week-end avec la victoire de Reims à Lens, mais au final ce point arraché face à Brest, combiné à la lourde défaite du Havre contre Rennes, 5 buts à 1, et à celle de Montpellier à Angers, nous laisse toujours en vie. Une vie suspendue à un fil donc, mais un fil qui tient bon, et rien que ça c'est déjà un motif d'espoir. Un peu plus tard dans l'émission, on parlera évidemment de l'événement tant attendu par tout un peuple vert, le derby, à Geoffroy Guichard dimanche soir. Mais avant de replonger dans cette affiche bouillante, on va revenir sur ce match à rebondissement face à Brest. Et pour ça, je suis bien entouré ce soir, à commencer par notre parrain Timothée Meimon. Bonsoir Timothée, comment vas-tu? Salut à tous. Je vais aussi bien qu'on puisse aller pour un supporter d'une équipe en Ligue 2. Oui, bon, et un supporter de la SSE qui plus est. Et avec nous, on a également Antoine, Antoine Chira. Bonsoir Antoine, est-ce que tu as eu le temps de redescendre après toutes ces émotions ou pas? Salut Karl, salut tout le monde. Écoute, redescendre après les émotions, c'est difficile à dire. La SS nous fait vivre beaucoup d'émotions négatives ces derniers temps. Et malheureusement, même ce point du nul, j'ai pas trouvé que c'était une émotion positive, malheureusement. Bah, c'est ce qu'on va tenter de débriefer et de revenir parce que je sais que les avis sont un peu partagés sur le sentiment à avoir après cette rencontre. Et enfin, pour vous accompagner dans le chat, d'ailleurs je vous salue tous, que vous soyez sur Twitch ou sur YouTube, Gabriel évidemment, la relève, qui va tâcher d'être à ma hauteur. Bonsoir Gab, comment vas-tu? Salut Karl, salut Antoine, salut Timothée. Bah écoute, ça va très bien. Très content de partager ta première au micro en vidéo. C'est gentil, merci beaucoup pour ta bienveillance en tout cas, qui a été de mise tout au long du week-end. On part pour le débrief. Pour commencer cette émission, j'aimerais bien que vous me donniez un mot ou une expression pour caractériser votre ressenti après la rencontre. Est-ce que c'est de la frustration, du fatalisme? Est-ce que vous avez été rassuré? Est-ce qu'il y a des motifs d'espoir, de la déception, de l'énervement? On commence par toi, Tim. Qu'est-ce que tu retiens de ce match? Timothée? D'accord. Le Euh, micro de Timothée est coupé. Ouais, alors on va commencer par toi, Antoine. Dis-moi, quel est ton sentiment après ce match nul 3 buts à 3 face à Brest? Eh ben, si j'avais un mot à dire, ça serait lassant. On est un petit peu lassé de ces week-ends qui passent et qui se répètent pour la SS. Une équipe de la SS qui est quasiment tout le temps en réaction. Elle a du mal à être dans l'action. On a encore encaissé un but. On a dû réagir pour prouver qu'on était capable de marquer des buts. Ça, on le sait depuis le début de la saison. Que cette équipe, elle est capable de marquer des buts, de faire des différences devant. On a un Lucas Tassin qui est toujours aussi décisif. Donc ça, c'est le point positif. Mais lassant parce que cette équipe n'apprend pas de ses erreurs. Les semaines, comme on l'a dit, elles passent et elles se ressemblent. Et encore une fois, on offre des buts. Encore une fois, il y a cette relance de Cardona inexplicable et dangereuse qui amène le premier but. Encore une fois, on a une erreur défensive. Cette fois, c'est Gauthier Larsonneur qui se trouve sur une sortie qui se parle pas très bien avec Maxence Bernauer. Et c'est lassant, encore une fois. Un coup de pied arrêté qui fait but. Ça se répète semaine après semaine, on n'apprend pas de nos erreurs, on n'arrive pas à avoir de progrès dans le secteur défensif. Et quand on regarde la différence de but, en fait, c'est pas 3 points qu'on a de retard sur nos concurrents, c'est 4 points parce qu'on a -36, Le Havre à -30, Reims à -11, Angers à -18. Et tout ça, mis bout à bout, la SS n'a plus que à 4 points à rattraper désormais sur ses adversaires. Je suis de retour, les gars. J'ai eu un petit problème de connexion. Et justement, Timothée, toi, est-ce qu'il y a un mot, qui revient pour caractériser ce match? On parle de lassitude, on parle de frustration. Qu'est-ce que tu utiliserais comme adjectif, toi? Moi, si je choisissais un mot, je choisirais fatalisme. Pourquoi? Fatalisme parce que vous l'avez compris dans ma première réponse, je considère que, enfin, cette fois, j'ai fait le deuil. Je considère que la Saint-Étienne est en Ligue 2 à 90%. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est mathématique. On l'a dit, pour revenir sur Le Havre, il faudrait que on prenne 4 points pendant que Le Havre en prend zéro. Alors certes, Le Havre a un calendrier
catastrophique, extrêmement difficile. Mais la preuve sur toute la saison, c'est que nous, prendre 4 points en 5 matchs, bah, c'est un rythme qu'on a du mal à tenir. Donc, ça me paraît délicat. Encore une fois, il faudrait pour cela que le Havre en prenne zéro. C'est pas dit que le Havre en prendra zéro. Le Havre, ils ont su battre Lille il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, je suis pas certain que le Havre en prendra zéro. Mais encore une fois, bon, le Havre, il y a Paris, il y a Marseille, il y a Monaco sur leur route. Il y a Strasbourg aussi qui est en pleine forme. Donc, peut-être, pourquoi pas. Mais il faudra encore qu'on prenne 4 points. Donc, bah, moi, j'ai décidé, malheureusement, ce week-end, je me l'étais dit avant le week-end, je me l'étais dit encore plus quand j'ai vu Reims gagner. Je m'étais dit que s'il n'y avait pas 3 points, c'était la Ligue 2. Et je pense que ce sera la Ligue 2. Deuxième point du fatalisme, c'est ce que vous avez dit, c'est qu'avec une défense aussi catastrophique, qu'il faut marquer 4 ou 5 buts pour gagner un match, c'est absolument pas possible. Et on aura le temps d'y revenir. J'ai regardé le match sur DAZN parce que je pouvais pas être à Geoffroy Guichard cette semaine. Euh, je sais pas, moi j'ai l'impression que ça fait des semaines que je le dis. Quand je le dis sur Twitter, je tombe sur des mecs qui me disent ouais, mais il vaut mieux bien jouer pour se sauver, il vaut mieux une philosophie de jeu pour se sauver. Je le redis, les philosophies de jeu, c'est pour les équipes qui ont des joueurs de foot. Notre équipe a des joueurs de foot offensivement, elle l'a prouvé, elle n'a pas de joueurs de foot défensivement. Donc dans ce genre de situation, ta seule philosophie, c'est la survie. Donc et on ne joue pas notre survie. On continue à essayer de produire du beau jeu, on continue à essayer de ressortir proprement de derrière, confère le premier but encaissé. Donc, on a une équipe de nationale sur ce qui est des 5-6 joueurs défensifs. On a peut-être une équipe de bas de tableau de Ligue 1 sur les joueurs offensifs, mais on ne s'en sortira pas en l'état. On ne s'en sortira pas avec ces joueurs. Et donc, je disais que j'avais écouté ce match sur DAZN. Gomis, Bafé Gomis, qui était consultant sur cette rencontre, n'a fait que répéter que bah, peut-être que Saint-Etienne n'a tout simplement pas l'effectif pour espérer mettre en place une philosophie de jeu et qu'à un moment, en fait, c'est une vue de l'esprit. Donc moi, j'adore Orneland. J'adorerais que sa philosophie de jeu nous permette de nous maintenir. J'adorerais qu'il ait les joueurs, en fait, pour mettre sa philosophie de jeu en place. Je serais ravi, je serais le premier à être heureux. Il n'y a pas de problème. Mais tu ne l'as pas. Tu ne l'as pas. Ta défense, elle est cata. Larsonneur, qui est une personne à qui j'enlevais toute forme de culpabilité depuis le début de la rencontre, de la saison, faire un match très, 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 très moyen, pour pas dire cata. Il bouge pas son angle sur le premier but. Les sorties aériennes, ça va pas. Donc, bref, il n'y a D'accord. rien qui va. Du poste de 6 au poste de gardien, il n'y a rien qui va. Ok, Voilà. ouais, toi tu fais un Donc on ne se distinguo. sauvera pas avec ça. Ouais, tu fais effectivement un distinguo entre la partie défensive et la partie offensive. Qu'est-ce qu'en pense, on va y revenir tout à l'heure en parlant des individualités, mais qu'est-ce qu'en pense le chat, Gabriel, après ce match nul? Beaucoup de frustration, j'imagine? Beaucoup de frustration, l'impression, je pense, pour tout le monde de répéter un petit peu les mêmes choses chaque week-end. On a El Cato qui nous dit au moins on a vu des buts. Tonio Pro qui nous dit, bah, comme disait Timothée, l'Arseneur qui part à la pêche sur chaque sortie aérienne, ce n'est pas possible. On a TFL 42 qui nous gratifie d'un petit jeu de mots en disant que nos vers sont attachants. Voilà, attachant mais en même temps très chiant. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. On a Céline Bon, qui est sont de moins en frustrée. moins attachants. Patrice qui, ouais, Patrice qui nous parle de fatalisme, qui se demande comment on peut prendre autant de buts. On est la pire défense de Ligue 1 officiellement depuis ce week-end. Même Montpellier a pris moins de buts que nous. On a Pascal qui nous dit seule notre attaque a le niveau de la Ligue 1. Ce que je retiens, c'est qu'on a encore pris 3 buts cette semaine. Quelle piteuse défense pour Spider Fox. Et puis sur YouTube, on a France, qu'on salue de Guadeloupe, qui nous dit la défense est nulle, mais on a une belle attaque. Comme nous disait Timothée justement, et je pense que tout le monde le voit, c'est que bah il y a une grosse différence entre l'attaque et la défense malheureusement. On a Olex qui nous dit on prend des buts. Je vais plutôt dire débile plutôt que le mot que a utilisé Olex pour rester dans les codes. Euh, et on a Céline qui nous dit notre situation, il faut d'abord qu'on ait une assise défensive pour espérer se maintenir et en jouant plus direct. Donc c'est ce que disait effectivement Bafé Gomis ce week-end. Est-ce que Saint-Etienne a les joueurs pour la philosophie d'Orneland? C'est une bonne question, je pense, à se poser. On a Golorix pardon, qui nous dit on est encore vivant mais en état de mort cérébrale. Et, euh, et puis, on a Enzo qui nous dit, par rapport à la fin de saison, il faudra battre les quenelles dimanche, Reims et Toulouse pour espérer le barrage. 3 victoires, ça risque d'être
compliqué. Et on a Marc qui malheureusement tranche en nous disant franchement terminé, bonjour la Ligue 2. Les équipes devant nous font des coups, mais nous on n'arrive pas. Si à chaque fois il faut mettre 5 buts pour gagner, ce sera mission impossible. Ok, d'accord, ouais, donc des avis assez partagés, même s'il y a beaucoup de fatalisme et peu de raisons d'y croire. Mais j'ai aussi vu, quand même, que ce soit dans les médias locaux, nationaux ou sur les réseaux sociaux, certains considéraient que ça pouvait être aussi vu comme un bon point au vu de la physionomie du match, le fait de toujours être mené, de revenir constamment au score et d'arracher le match nul à la 80e minute, même si on aurait eu l'occasion de mettre un quatrième s'il n'y avait pas eu cette barre, et on aurait pu également en prendre un quatrième. Et on a bien compris que toi, Timothée, tu nous voyais déjà en Ligue 2 et que pour toi c'était fini au vu du calendrier, au vu des largesses défensives de l'équipe et au vu de la philosophie de jeu d'Orléans qui colle pas à l'effectif qu'il a. Mais toi, Antoine, est-ce que tu peux comprendre ce point de vue de dire c'est un bon point, notamment vu le Havre qui en a pris 5 et une rouste monumentale contre Rennes? Ah, on se raccroche à ce qu'on peut, j'ai un peu envie de dire, parce que si on est très cartésien et qu'on regarde les résultats actuels, il n'y a y a rien pour se rassurer dans ce point du nul. Il fallait absolument gagner, Timothée l'a dit. Avec la victoire de Reims en ouverture, il fallait absolument gagner, qu'importe le résultat du Havre, qu'importe le résultat d'Angers. Et finalement, on ne gagne pas. Et ça, c'est une tendance qui se confirme, on ne gagne pas. Il y a eu cette victoire à Montpellier qui a été obtenue sur les conditions qu'on connaît. Mais sinon, la dernière victoire de la SS, il faut revenir au match contre Reims, il me semble, À Reims, la ouais. première Ouais, victoire. ouais. Nous, on n'a pas gagné de match depuis l'arrivée d'Eric Corneland sur 90 minutes. Oui. Donc l'équipe ne progresse pas, qu'importe l'adversaire. Il y a eu Nantes, il y a eu Auxerre, il y a eu Angers, il y a eu Le Havre. Il y a eu des équipes de notre championnat, il y a eu des équipes qui n'étaient pas dans notre championnat. Là, on a pris des roustes. Il y a eu le 6-1 contre le PSG, le 5-1 contre l'Olympique de Marseille, 3-1 contre Nice. Et voilà, en fait, dans notre championnat, on n'arrive pas à gagner de match. Dans le championnat de dessus, on n'arrive pas à faire de coups. Et du coup, forcément, on ne progresse pas. Là, le week-end dernier, contre une équipe de Lens qui était apathique, qui en voulait pas, qui était vraiment là pour faire le nombre, on s'est incliné 1-0. Alors certes, il y a eu ce penalty qu'on rate avant la pause, mais je suis pas sûr que même si Cardona mettait ce penalty, on ait pu ramener les 3 points du nord de la France. Et ce week-end, c'est pareil, dans un match qu'on doit jouer sereinement, on doit essayer d'être intelligent, de pas se faire embarquer dans une espèce de folie. On est à domicile et finalement très rapidement, on est obligé de retomber dans ces matchs un peu de coupe où on a l'impression qu'on joue c'est un match à la vie à la mort. Ce match face à Brest. Finalement, on s'en sort bien, de manière assez heureuse. Oui, il y a cette tête sur la barre, mais ça cache quand même une fébrilité complète sur l'ensemble de la rencontre. Et encore, à la fin, Brest, ils ont des occasions. Il y a cette dernière occasion avec la parade de l'Arseneur qui, certes, fait pas un super match, mais heureusement qu'il fait cette parade à la fin, parce que si on repart avec 4-3, c'est la même chose. Et si tu repars avec 4-3, tu peux définitivement dire adieu au maintien en Ligue 1. Donc non, moi j'ai du mal à voir du positif dans toutes ces faiblesses de la SS, surtout quand on regarde les équipes qu'on va affronter, quand on regarde le derby face à l'OL qui nous réussit pas forcément, quand on regarde la performance qu'a fait l'Olympique Lyonnais hier face à Auxerre, c'est une équipe du top niveau de la Ligue 1. Ils vont peut-être en plus pouvoir s'offrir une soirée de folie européenne jeudi contre Ouais, c'est ça. Manchester United. On verra comment ça joue face à eux, comment ça joue pour eux, si c'est une qualification ou si c'est une élimination. Mais quoi qu'il arrive, eux, ils vont arriver en pleine confiance, le couteau entre les dents. Et s'il y a bien une équipe qui rêverait de nous enfoncer en Ligue 2, c'est l'Olympique Lyonnais. Donc, j'arrive pas à avoir d'espoir avec ce point du nul arraché face à Brest. D'accord, ok. Oui, bah, de toute façon, Non, mais en plus, Ouais. Dis-moi. ouais, si je puis me permettre de rebondir, Antoine a totalement raison. Les matchs, que tu gagnes pas les matchs contre les équipes qui sont pas de ton championnat, on est d'accord. Mais Lens, tu dois ramener un point parce que Lens, je sais pas ce qui se passe chez eux, il y a un problème, mais ils donnent plus l'heure, c'est vu ce week-end. Les points que tu vas regretter, c'est le point du Havre, qui te tendait les bras. Je rappelle que au Havre, tu mènes 2-0. Bon, le but est refusé, mais tu mènes 2-0, tu les bouscules. T'es bien meilleur qu'eux en début de rencontre. Et dès qu'on te refuse ce but, l'équipe, elle se liquéfie, littéralement, alors que le Havre était largement à notre portée. Que ce week-end, face à Brest, qui n'est pas forcément une équipe de notre championnat, mais le match est à ta portée, tu n'as pas su gagner ces matchs-là. Ces points-là, c'est ceux qui vont te manquer. C'est ceux qui vont te manquer. Donc, Le pardon? match contre Angers avec le match contre Angers avec l'égalisation Oui, à la 94e aussi, c'est oui, pareil. le 3-3 contre Angers, exactement, le 3-3 contre Angers à domicile. Donc, tu as tout ça. Moi, je veux bien voir du positif. Et s'il y a une chose sur laquelle je défendrais les joueurs, c'est que
contrairement à ce qu'on voit à Montpellier, par exemple, il est clair et net que cette équipe, elle n'a pas lâché. Mais Elle je... n'a pas encore lâché, en tout cas. Elle a pas lâché. Simplement, t'as que des mecs qui sont beaucoup trop limités défensivement, qualitativement, beaucoup trop limités offensivement dans le leadership pour essayer de faire en sorte que leur qualité technique transpire sur les autres, que leur leadership transpire sur les autres et qu'ils essayent de compenser d'une certaine manière la faiblesse défensive. Cette équipe, elle manque de talent, elle manque de capitaine, elle manque de beaucoup trop de choses. C'est vrai qu'on se rend compte qu'elle manque pas de qualité offensive, que Stassin est probablement l'un des tout meilleurs attaquants qu'on ait eu depuis un certain temps, que Cardona est capable de faire des trucs, on le savait déjà, que Davitashvili, il est agaçant, mais quand même, il crée du déséquilibre, il crée des choses. Donc voilà, enfin, ce qui est terrible, c'est que j'ai l'impression d'être avec vous au mois de septembre et de vous dire que cette défense, c'est une défense de bas de tableau de Ligue 2, au mieux, avec certains joueurs qui sont des joueurs de haut tableau de national, au mieux. Et bien justement, on va parler de ces individualités-là dans le secteur défensif. On va commencer par un cas qui a beaucoup fait parler ce week-end. C'est la grogne qui semble monter autour du cas de Gauthier Larsonneur, qui a été responsable sur plusieurs buts, sur plusieurs des buts encaissés ce week-end. Quelle part de responsabilité vous lui accordez dans ce match nul, dans ces 3 buts encaissés, d'une part, et est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, parce que Gomis en parlait justement sur DAZN, la question du capitanat, est-ce trop lourd pour lui? Est-ce vraiment à lui d'endosser ce rôle-là? Donc on va commencer justement d'abord par parler de sa responsabilité. Qu'est-ce que tu en penses, Antoine? Est-ce que les 3 buts sont pour lui? Est-ce que le match nul est pour lui? Il y a au moins 2 buts qui sont pour lui de manière assez évidente, hein. C'est sûr que c'est pas son meilleur match à l'Arsenal de l'année, même au loin de là. On sait qu'il est pas mettre dans sa surface de réparation dans les airs. Brest a bien compris, on a vu que York était capable de venir le déranger, et surtout on a vu il y a un cruel manque de communication avec lui, avec Nadé, avec Bernauer. Euh, Ils se font pas confiance, ces 2 actions ne font pas vraiment confiance à leur gardien sur les sorties aériennes, c'est pour ça qu'ils vont tout le temps au duel, quoi qu'il arrive. L'Arsenal arrive visiblement pas à se faire entendre auprès de ses défenseurs. Et, euh, et c'est des lacunes criantes, c'est des lacunes qu'on connaît depuis longtemps, c'est des lacunes qui malheureusement on peut rien faire actuellement parce qu'il n'y a personne qui va venir déranger l'Arsenal à son poste de titulaire sur cette saison en Ligue 1. Euh, et pour ce qui est de la question est-ce que ce match nul est pour lui? Il est en partie pour lui parce il nous met dedans en fait l'Arsenal. Il est censé pouvoir nous maintenir. On sait qu'on a une défense fragile. C'est le dernier rempart, c'est celui qui est censé pouvoir nous maintenir dans ces matchs. C'est celui qui est censé pouvoir nous faire un petit peu respirer quand ça va compliqué à gérer. Là, il l'a pas fait du tout ce week-end. Comme je l'ai dit, on peut quand même aussi saluer sa dernière parade en fin de match qui nous permet de maintenir ce match nul. Donc, c'est quand même à souligner parce que c'est pas la. Si on repart avec 4-3, une défaite 4-3, là, ça fait vraiment, vraiment mal au casque. Et pour ce qui est de la question du brassard de capitaine, je pense qu'on en fait un petit peu beaucoup. J'ose espérer que ça ne le pèse pas beaucoup. Ça ne pèse pas beaucoup sur lui ce brassard de capitaine parce que l'Arsenal ça reste un capitaine c'est un gardien capitaine, c'est pas un joueur capitaine. Il y a quand même une vraie différence pour moi entre être capitaine sur le terrain et être capitaine quand on est dans les cages. En plus de ça, l'Arsenal c'est quelqu'un qui a du mal parfois avec ses nerfs. Régulièrement, on vient le voir venir provoquer, enfin venir parler à l'arbitre de manière assez véhémente. On sent qu'il veut en faire trop peut-être dans ce rôle de capitaine, alors qu'il pourrait avoir des relais sur le terrain qui jouent ce rôle-là. Mais on sent il est en train de lâcher lui aussi, comme beaucoup d'autres joueurs. Il est en train de lâcher. C'est la fin de saison, il y a beaucoup de tension. Tous les matchs sont cruciaux. Et c'est pas l'Arsenal qu'on a connu par le passé. Après, comme je l'ai déjà dit plus tôt dans cette année, l'Arsenal a été très très bon l'année dernière face à des attaquants d'un niveau de Ligue 2, avec des qualités de niveau de Ligue 2 dans la surface de réparation. Là, face à des attaquants de niveau de Ligue 1, et ben mine de rien, les frappes sont plus précises, elles sont plus tranchantes, les offensives sont plus précis. Et lui, malheureusement, il n'a pas réussi à franchir ce gap pour l'instant. D'accord. Et toi, Timothée, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses, parce qu'on a compris, Antoine a dit que c'était sûrement pas du tout le bon timing et une bonne idée de potentiellement remettre en question son statut de titulaire. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est une éventualité sur laquelle réfléchir ou pas du tout et on va devoir faire avec ce déclin de performance jusqu'à la fin de saison? Non, moi je rajouterais pas de la crise à la crise en enlevant l'Arsenal de la cage. Il fait un mauvais match contre Brest, il n'y a aucun problème. C'est d'ailleurs ça qui est frustrant, c'est que tu as quand même la sensation que s'il fait un meilleur match, bah, la rencontre, tu vas la gagner et qu'en fait, tu n'as jamais rien qui s'aligne. Tu n'as jamais un match où tu es bon défensivement, bon offensivement et où ça tient la baraque dans la cage. En fait, tu as toujours un secteur qui pêche. Donc c'est un peu frustrant. On peut dire qu'à Lens, d'une certaine manière, c'est le secteur offensif qui a pêché parce que bon, tu as ce penalty raté et qu'on n'a pas proposé grand-chose.
Donc ça, c'est un peu agaçant. Moi, je l'enlèverai pas de la cage parce que pour moi, c'est pas le joueur à incriminer le plus sur l'ensemble de la saison. Je lui enlèverai le capitaine, mais ça, le capitanat, je l'ai dit depuis longtemps. J'aime pas trop les gardiens capitaines d'une. Deuxièmement, l'Arseneur est un joueur qui est suffisamment nerveux, qui en fait déjà assez naturellement pour pas lui rajouter la responsabilité du capitanat. Paradoxalement, alors que je n'aime pas trop l'idée de filer le brassard à des joueurs qui sont pas, qui appartiennent pas complètement au club ou alors qui sont là depuis peu de temps, il me semble que celui qui a une attitude de capitaine, c'est Cardona. Il a un certain calme, un certain flegme, mais on s'aperçoit aussi qu'il fait une erreur hier et qu'il fait une première, allez, un quart d'heure, 20 minutes, cata en début de rencontre, mais qu'il est capable, lui, de se remettre en question et de réagir. Donc, ça veut dire il a cette capacité-là. Donc non, pour revenir à l'Arseneur, moi, je le sortirais pas de la cage. Par contre, je lui dirais, mon grand, là, t'es passé à travers, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Malheureusement, voilà, ça en revient à ce qu'on disait sur la question précédente. Est-ce que cette équipe a lâché? Non. Est-ce que le point est encourageant? Il le serait si on était à 10 journées de la fin. Là, malheureusement, un point encourageant à ce moment-là de la saison, ça Ok, n'existe pas en fait. Le seul truc encourageant à la fin de la saison, c'est de prendre plus de points que tes adversaires directs et on ne le fait pas. d'accord, très Alors, bien. on l'a fait face au Havre. Bien sûr. Dans le chat, n'hésitez pas à dire, donner vos flops. Et en attendant, je vais vous demander si vous avez un deuxième flop à ressortir de cette rencontre. J'ai ma petite idée, mais très rapidement, est-ce que vous avez un nom qui revient en tête, Antoine? Moi, j'ai trouvé un joueur que j'ai tendance à beaucoup soutenir d'habitude, c'est Aymen Mouefek, qui est pas là. En fait, il est pas dedans. Je sais pas si c'est physiquement, si c'est mentalement, si c'est un peu des deux. Il est passé à côté de son match. Ça va plus en fait. Il est sorti à l'heure de jeu. Pff, il a rien fait de la rencontre dans un match qui pourtant pourrait lui correspondre, un match un petit peu fou où il faut multiplier les efforts, il faut faire des efforts défensifs, il y a de l'espace dans l'entrejeu. On a vu sur certaines transitions qu'on pouvait leur faire mal à Brest. Et lui, Emile Bouefek, c'est un joueur de transition, c'est un joueur qui est capable de faire ses différences à ce moment-là, justement. Et même dans un match qui lui correspond, il a pas su répondre présent. C'est vraiment une fin de saison compliquée pour lui. Euh, on aurait pu espérer, après cette nouvelle blessure, qu'il revienne, qu'il apporte un peu de densité, qu'il apporte un peu de fougue, d'animation dans cette équipe-là. Et lui, c'est que l'ombre de lui-même. Il a que les qualités, que les défauts qu'on lui connaît. Toutes les qualités qu'on lui connaissait. C'est un joueur qui crée beaucoup la polémique, Imel Mouefek, mais il faut quand même reconnaître qu'il a des qualités. Et ces qualités, on les voit plus. On voit que ses défauts. Un joueur brouillon, un joueur qui s'enferme, un joueur qui n'arrive pas à lever la tête quand il a le ballon, un joueur qui fait beaucoup de mauvaises décisions, qui fait des fautes bêtes, qui a tendance à s'énerver, à râler. Et tout ça, je pense qu'il a perdu sa place de titulaire pour la fin de saison à Emmanuel FX. J'imagine mal Eric Horneland le remettre titulaire dès ce week-end dans le derby. Ça serait assez surprenant au regard du match qu'il a fait ce week-end. D'accord. Et toi, Timothée, est-ce que c'est Moefek ton deuxième flop ou t'as un autre nom à ressortir? Non, 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 je choisis Mouefek aussi. Match insipide, sans goût ni grâce. Les qualités dont parle Antoine, oui, je les connais. Les faiblesses dont parle Antoine, je les connais. J'ai du mal à mettre tout ça bout à bout pour faire le puzzle d'un joueur de Ligue 1 concernant Emmanuel Mouefek. Si on sort de la prestation d'hier seulement, mais qu'on regarde plus généralement ce qu'il nous propose depuis qu'il joue en vert, que ce soit en Ligue 2, en Ligue 1, euh, j'ai du mal à me dire que c'est un joueur de Ligue 1 parce que toutes les pièces du puzzle sont rarement suffisamment emboîtées pour que ce soit un vrai joueur de Ligue 1, quoi. Voilà. Donc j'ai un doute sur lui. C'est un joueur que j'aime bien. Moi aussi, dans ses bons jours, je l'aime bien. Mais un joueur de Ligue 1, c'est pas un joueur qui a des bons jours et des jours catastrophiques comme hier. Un joueur de Ligue 1, il y a un minimum syndical à assurer et il l'assure pas régulièrement et sur le match d'hier encore moins. D'accord, donc les Larsonneur et Moefek, les deux principaux flops de cette rencontre. Gabriel, est-ce que c'est la même tendance dans le chat ou pas? Et en même temps, est-ce que tu pourrais nous donner les tops qui ressortent pour faire la transition vers, j'imagine, le secteur offensif? Ouais, complètement. C'est l'Arseneur et Mouefek qui ressortent le plus. On a aussi les latéraux, Léo Petro et Denis Sapia qui n'ont pas vraiment C'est pas convaincu moi qui l'ai dit. nos viewers, pour une fois. Et ouais, donc Petro et Apia qui ressortent beaucoup. Et Nadé et Bernauer aussi
en fait, malheureusement, c'est comme tous les week-ends, c'est la défense qui pose problème, on va dire. Et sinon, pour revenir un petit peu juste sur le débat Larsonneur, le chat est d'accord pour dire qu'il faut surtout pas l'enlever du but sur cette fin de saison. De toute manière, comme disait, j'ai vu un message passer tout à l'heure, je ne sais plus qui c'était, mais qui disait que c'était Spider Fox qui disait enlever Larsonneur pour mettre qui? Maubleu, il a été encore pire que Larceau, notamment sur le match de coupe contre Marseille. Donc voilà, surtout pas l'enlever. Mais par contre, il y a le débat sur le capitanat. On a El Cato qui nous dit je suis contre de mettre un capitaine gardien de but. On a Pascal qui nous dit l'Arseneur est beaucoup trop nerveux. J'ai cru qu'il allait avoir un deuxième carton jaune face à Brest, notamment sur la petite embrouille avec Mama Baldé. Et on a aussi ceux qui malheureusement défendent entre guillemets l'Arseneur en disant justement que la défense est d'une faiblesse trop grande et que l'Arseneur du coup est trop souvent laissé à l'abandon. Ça c'est Céline. Mais globalement ouais, l'Arseneur et Mouefé qui sont les gros flops du week-end. Et dans les tops, on a évidemment l'attaque, Cardona pour son doublé, Stassin qui marque son 10e but de la saison, ce qui est quand même assez impressionnant vu la faiblesse de l'équipe, et Zurico qui, comme d'habitude, est un petit peu des fois personnel, mais au final c'est quand même 2 passes décisives, je crois. Donc ouais, le secteur offensif a été apprécié par nos spectateurs. D'accord. Justement, en parlant de secteur offensif, j'ai lu dans le Progrès enfin justement, la rédaction du Progrès mettait Cardona dans les tops et dans les flops. Dans les tops, évidemment, pour ses 2 buts, mais dans les flops pour sa responsabilité sur le premier but, brestois, où il préfère tenter une ressortie de balle plutôt qu'un dégagement, ce qu'a souligné d'ailleurs Lucas Tassin au micro de DAZN à l'issue de la rencontre. Vous, selon vous, Cardona est-il l'homme du match ou sa responsabilité sur le premier but est trop importante? Timothée, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est Cardona ou est-ce que tu as un autre nom à ressortir? Non, pour moi, l'homme du match, c'est Ajorc, qui fait vraiment un excellent match. Mais si on reste sur le côté stéphanois, oui, parce que il y a le doublé, mais il y a cette erreur. Après, sur cette erreur, évidemment que je lui en veux au joueur d'expérience qu'il est, au bout d'un moment, quand à force de tricoter, de pas décider de dire OK, cette fois-ci, je vais l'envoyer loin en tribune et puis n'en parlons plus. Il n'est pas tout seul, hein. Il n'est pas tout seul. Moi, sur le premier but, je vois 3 erreurs individuelles, si ce n'est 4. Je vois l'erreur individuelle de Cardona. OK, très bien, il perd le ballon à un endroit où il faut pas. Je vois un retour défensif de Bouchoirie, pour le moins mou, pour pas dire plus. Nadé est quand même très très loin d'Ajorc sur le centre en retrait. Et on en a parlé, l'Arseneur est quand même très très loin de son poteau pour une action qui vient le long de la ligne, sur la droite de l'Arseneur. Donc oui, Cardona, responsable de la perte de balle, responsable mais pas 100% coupable. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Antoine, toi? Bah, Cardona, c'est une bonne chose que le Progrès l'ait mis à la fois dans les tops et dans les flops, mais même dans son attitude, en fait, j'ai l'impression de voir un joueur qui, euh, qui est frustré de ne pas avoir la même épaisseur physique qu'il avait l'année dernière. Je le trouve emprunté dans ses courses, je trouve qu'il a moins de volume physique que l'an dernier, il n'est pas aussi tranchant dans ses courses, dans ses appels. Après, il y a cet appel qui amène au but, qui est magnifique, il n'y a pas de souci, mais il me fait moins lever de ma chaise que l'an dernier. Je sais pas, on sent qu'il est pas au top physiquement et ça se ressent dans son jeu. L'erreur, comme il a dit, c'est une erreur de relance d'un attaquant en défense qui veut appliquer les consignes d'un coach, mais c'est pas le seul à faire l'erreur. Hein, perdre un ballon sur le long de sa ligne, au niveau du corner, ça peut arriver. Ménadé doit mieux défendre, mais l'Arsenal doit boucher son angle. Après, c'est l'homme de l'espoir en fait, comme l'an dernier en Ligue 2. C'est lui qui entretient la flamme, c'est lui qui entretient l'espoir, c'est lui qui nous permet toujours de rêver d'un hypothétique maintien. Comme l'année dernière, il nous a permis de rêver d'une montée en Ligue 1 avec ses buts face à Bordeaux, ses buts face à Metz, face à Rodez. Enfin, on les connaît tous ces buts-là. Et c'est des beaux buts en plus. C'est un vrai joueur de football, Irving Cardona. On doit s'appuyer sur lui pour cette fin de saison. Euh,
mais j'ai un peu l'impression qu'il tire déjà la langue en fait, Irving Cardona. Il est, il est pas aussi à l'aise dans ses pompes que l'an dernier. Certes, l'équipe tourne moins bien, mais même lui, on sent qu'il n'a pas la même relation technique avec les joueurs cette année qu'avec les joueurs de l'an dernier. Ça va de mieux en mieux avec Stassin qui aime bien aussi un peu dézonner. Ils arrivent un petit peu à combiner, mais le problème c'est que ça soit avec lui, que ça soit Apia ou Masson ou qu'importe qu'il soit aligné dans le couloir droit, c'est pas facile parce que derrière, il est pas, c'est pas le mieux soutenu. Donc ça fait un tout un petit peu mitigé. Il me donne beaucoup de plaisir dans ses buts, dans ses inspirations, mais il me fait parfois un petit peu de la peine dans ses prestations globales, où il n'est pas aussi volumineux que l'an dernier, j'ai envie de dire. Justement, Antoine, tu parlais de Cardona comme l'acteur qui nous fait rêver, qui nous permet d'y croire encore en deuxième partie de saison, comme c'était le cas de la saison dernière. Mais cette année, la différence avec la saison dernière, c'est qu'il est accompagné de Lucas Tassin, qui a inscrit 2 nouveaux buts, qui portent son total de buts à 10 buts. La meilleure performance pour un joueur belge au XXIe siècle en Ligue 1. Est-ce que justement, le salut, on en a parlé des largesses défensives, mais cette réussite offensive retrouvée, est-ce que le salut de la SSE peut passer par là? Je parle pas uniquement du derby, mais des 5 prochains matchs. On va voir le calendrier juste après. Est-ce que c'est le seul motif d'espoir que peut avoir la SSE dans ce sprint final, Timothée? Euh, euh, Vous avez compris mon désarroi. Et je crois que je vois pas de motif d'espoir, pour être franc. Je vois pas comment une équipe qui tourne à 0,75 ou peut-être même moins de moyenne par match va tout d'un coup prendre 4, 5, 6 points sur les 5 derniers matchs. Donc, mais oui, en tout cas, si on regarde la faiblesse défensive, nécessairement, c'est l'attaque qui peut te donner envie d'y croire. Cardona, on a beaucoup critiqué le, le recrutement de Kilmer, et à juste titre, parce que Kilmer a totalement mésestimé la faiblesse défensive de cette équipe et s'est trompé à bien des égards. Quand tu regardes, Davitashvili, c'est de l'air Kilmer et il a marqué un nombre de buts importants et des passes décisives importantes. Stassin, il est impliqué sur la moitié des buts en termes de buts et de passes décisives, un tout petit peu moins. Il est juste un cran en dessous, enfin un but en dessous d'être à la moitié, je crois. Voilà, Boakier, Benold, c'est pas des flops, mais défensivement, c'est une catastrophe. Alors alors oui, à ce moment-là, le motif d'espoir, c'est d'avoir des mecs devant qui sont capables de tenir le rythme de 3 ou 4 buts par match. Et si on met 3 ou 4 buts par match, oui, effectivement, on arrivera à prendre 4, 5, 6 points d'ici la fin de saison. Mais, mais pour moi, le gap est trop important. On en est à faire des calculs incroyables en partant du principe qu'on battra Reims. C'est pas fait non plus. Tout ce que j'espère, c'est que Reims, d'ici à ce qu'on les joue, soit définitivement maintenu, hein. Ce serait à notre avantage. Parce que s'ils doivent jouer leur maintien face à nous, Reims, ils jouent mieux que nous. Ils ont des meilleurs joueurs de foot que nous. Ils ont des joueurs de foot, tout simplement, que nous, on n'a pas. Donc, oui, évidemment, à ce moment-là, c'est par l'attaque que ça passera, vu la faiblesse de la défense. Mais Ok, ouais. j'avoue être très pessimiste, hein, Ouais, oui, vous comprenez. ouais, on l'a perçu. Justement, pour revenir sur cette 30e journée sur cette 29e journée de Ligue 1, pardon, on l'a dit, Reims a réussi à ce que la SSE n'a pas réussi à faire, s'imposer à Lens, 2 buts à 0 en début de journée, et dimanche, la Saint-Etienne a concédé le match nul 3 buts à 3 contre Brest, mais en même temps, Angers a gagné contre Montpellier 2-0, enterrant quasiment définitivement, enfin même définitivement Montpellier. Et Le Havre a subi une rousse à domicile, 5 buts à 1 par Rennes. Au classement, Le Havre est toujours dans le viseur de la SSE, tandis qu'Angers semble désormais hors de portée, avec 30 points. Reims reste encore pas loin malgré la victoire à Lens, mais selon toi, Timothée, ça serait peut-être mieux qu'il soit déjà maintenu pour espérer viser le barrage. Reims a donc son destin entre ses mains, avec 2 rencontres, on l'a vu, on le voit sur le visuel, face à 2 équipes inférieures à lui, Montpellier d'abord et Saint-Etienne ensuite. Et Saint-Etienne a un calendrier
partagé entre Lyon, Strasbourg et Monaco, puis Reims et Toulouse en fin de championnat. Première question, est-ce que vous pensez que le maintien sec, alors on l'a compris avec Timothée non, mais est-ce que Antoine, toi tu as encore un infime espoir d'un maintien sec sans passer par la case barrage, eu égard au calendrier de chaque équipe, ou pour toi aussi c'est définitivement mort et il faut se concentrer sur le barrage? Je suis plutôt de l'avis de Timothée, hein. J'arrive pas à imaginer comment on peut rejoindre Reims sur le plan comptable, surtout quand on regarde en fait les matchs de Reims. À tous les coups, Reims enclenche une petite dynamique et va chercher des points contre Toulouse ce week-end en enchaînant contre Montpellier. Reims peut être sauvé dans 2 journées. Reims, dans 2 journées, ils peuvent mettre la clé sous la porte et être tranquille. Et ça va se faire dans une bataille à deux avec Le Havre et Saint-Etienne. Et c'est surtout le calendrier, que ce soit le calendrier du Havre comme de Saint-Etienne. Les points ils vont être peu nombreux. Le Havre va pas prendre beaucoup de points, à part contre Auxerre, peut-être contre. À part contre Auxerre, je les vois pas prendre 2 points, le Havre. Après, nous, c'est sûr, pendant 3 matchs, Lyon, Strasbourg, Monaco, on peut tourner aussi à 0 points et se retrouver à tenter le tout pour le tout sur les 2 derniers matchs en espérant aller décrocher 6 points. Mais ouais, en tout cas, pour aller chercher un maintien de manière claire et définitive, c'est quasiment impossible et inimaginable pour moi. D'accord. Et toi, Timothée, bon, le maintien direct sans passer par les barrages, on a compris que c'était aussi cuit. Mais est-ce que pour toi, est-ce que c'est 50-50 pour la place de barragiste ou il faut espérer justement que le Havre ne gagne pas contre Auxerre et on n'a plus notre destin entre nos mains. Est-ce qu'il y a une fenêtre à saisir pour la SSE ou tu restes dans ton fatalisme dont tu parles depuis le début de l'émission? Non, mais c'est pas du tout 50-50. Ce serait 50-50 avec le Havre si on était à égalité de points. Ils ont 3 points d'avance sur nous et un goal average qui nous est supérieur. Alors, on est en droit légitimement d'espérer qu'ils puissent prendre une bonne grosse volée contre le Paris Saint-Germain et redescendre à un goal average aussi catastrophique que le nôtre. Ça veut dire que dans le même temps, il faudrait par exemple ne pas perdre contre Lyon. Enfin, ça fait beaucoup de si en fait. Alors oui, le Havre, ils peuvent prendre 6 buts de plus que nous sur la fin de saison. Et s'ils le font, ça voudra aussi dire qu'ils auront probablement pris 0 ou 1 point. Voilà. Mais c'est totalement hypothétique. Et nous, ça veut dire que pendant ce temps-là, il faut qu'on prenne 3, 4, voire 6 points. Euh, alors, le derby, on se réfugie derrière cette idée que c'est un match qui n'est pas comme les autres. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Pourquoi pas imaginer tout d'un coup l'irrationnel dans le derby? Pourquoi pas? L'irrationnel, attention, hein, restons pondérés. L'irrationnel pour Saint-Étienne, ça voudrait quand même dire prendre un point dans le derby. Si par exemple Lyon se fait sortir par Manchester United, il peut y avoir une décompression. Mais cette décompression, elle voudra dire quoi pour Lyon? Elle voudra dire qu'une place européenne passera par le championnat. Parce que pour le moment, ils ont 2 voies pour l'Europe Lyon. C'est gagner l'Europa League ou aller chercher leur place en championnat. Donc ils peuvent aussi très vite se ressaisir après une défaite contre Manchester. Donc c'est à double tranchant cette histoire de Manchester. Ils peuvent gagner. Enfin, voilà. Donc ça, on est tous d'accord que les points, a priori, on les prendrait plutôt contre Reims et contre Toulouse, à condition qu'à ce moment-là, ils n'aient plus rien à jouer. Mais bah, Après, Timothée, je prie pour me tromper et je prie pour le miracle. Mais si on arrive à choper une place de barragiste, ce sera déjà un petit miracle. Et après, attention en barrage, que ce soit contre le PFC ou contre Metz, je ne vois pas passer. Contre Dunkerque, c'est autre chose. Mais voilà. et tu vois, Antoine? pour revenir sur ces fameux matchs où les équipes adverses n'ont jamais rien à jouer, je me rappelle de la saison où on descend, où on s'incline contre Reims à domicile, Reims qui n'a absolument plus rien à jouer à la 37e journée, et on cravache au possible pour arracher un nul à Nantes pour accrocher la place de barragiste. Donc il faut pas non plus faire trop de plans sur la comète sur ces deux Non, non, derniers ouais, c'est matchs pas des de. garanties. Tu as raison, c'est pas des Oui, oui, garanties. C'est pas parce que l'équipe a rien à jouer que c'est une garantie. Il faudra qu'ils ouais. aient rien à jouer et que nous, on y aille avec le mort aux dents. Et cette équipe de Saint-Étienne, ouais, elle a montré qu'elle pouvait avoir le mort aux dents ce week-end. Mais on a 4 points de retard, en fait, hein, avec le goal average. On a 4 points de retard à 5 journées de la fin. Et en moyenne, on est à 0,78 points par match. Donc, enfin, Ouais. je sais pas, je sais pas. Et en plus, je me connais. Je vous dis ça parce qu'on est lundi. Et je peux vous assurer que dimanche à 14h, je dirais ouais, c'est encore jouable. Mais
c'est dur, quoi. Bien sûr. Et Gabriel, quel est l'état d'esprit dans le chat? Est-ce que c'est du fatalisme et qu'on peut considérer aussi comme une forme de réalisme, hein, ou il y a encore un motif d'espoir, je sais pas, effectivement, un espoir sur le fait que d'un côté le Havre encaisse pas mal de buts contre Paris, Monaco, ou Marseille, même Strasbourg qui est dans une forme olympique, et de l'autre côté Saint-Etienne puisse limiter la casse sur les 3 prochains matchs, espérer une victoire dans le derby avec ce supplément d'âme dont on parlera juste après, et capitaliser sur les 2 dernières rencontres. Quel est l'état d'esprit dans le chat? On va plutôt parler de fatalisme, de réalisme. C'est compliqué pour tout le monde. Euh, on a Leïla qui nous dit sur Twitch, pardon, contre Lyon et Strasbourg, j'imagine même pas comment on va se faire remuer. Golorix qui nous dit, c'est peut-être le message positif des deux chats, le derby, on a une chance, c'est qu'ils jouent l'Europe cette semaine. Contre Lyon, j'y crois. J'y crois pour leur casser les pattes, au moins ça. C'est Golorix, c'est peut-être ouais, le seul message positif. Sinon c'est compliqué. Sur YouTube, on, on a Patatrack qui nous dit, bon ça je pense que tout le monde l'a un petit peu compris, mais on sera au mieux barragiste. C'est le maximum selon moi. On a Underdark qui nous dit Lyon va nous pulvériser. On a Arnaud Tagnashi qui nous dit quand même on peut prendre des points sur les prochains matchs et qui est moins fataliste que Timothée. Euh, on a on a Olex qui nous dit avec un point d'humour le derby sera notre perf de l'année. À voir si ce sera positif ou négatif. Euh, on a Underdark qui nous dit justement par rapport au match contre Reims, il faut arrêter, Reims nous battra là-bas. J'avais vu un message aussi qui disait que de toute manière on risque d'être relégué dès le match de Monaco. Donc finalement les matchs de Reims et Toulouse derrière ne serviront à rien. Et, euh, et on a Spider Fox qui nous dit prendre 6 points en 5 matchs dont le derby et Monaco, c'est même pas un rêve. Vert 85 qui nous dit ne rêvez pas, les Gaunes vont nous laminer, ils veulent le podium et la Ligue des Champions. Et Céline qui nous dit j'ai peur d'une désillusion totale, le derby est plus que déséquilibré. Donc même si El Cato le précise et on l'a vu ce week-end, l'équipe ne baisse pas les bras. C'est vrai il y a beaucoup de fatalisme et d'inquiétude, si ce n'est plus pour cette fin de saison. Je, Très bien. je, je suis pas tout à fait d'accord avec la personne dans le chat qui dit qu'on sera officiellement Relégué. relégué après le match de Monaco. Monaco. De Monaco. Parce qu'en fait, il faut aussi voir que Le Havre, vraiment, a un calendrier d'enfer. On l'a dit, ils reçoivent Paris ce week-end, ou ils vont à Paris, je sais plus. Ils vont à Ils Paris. font Paris OM Monaco. Eux. Dans l'ordre, ils font Ouais. Paris OM Monaco, je crois, ou Paris Monaco OM. Donc Le Havre, Pareil. ils vont pas non plus, prendre 4 ou 5 points sur ces matchs-là. Hein. Ouais, le Ça va Havre, être 0 ou 1. ouais, le Havre, ils Donc font Paris-Monaco, mathématiquement, ce sera ça. pas fait. Mais Mhm, mhm, mhm. Paris Monaco, Auxerre, et c'est après qu'ils ont Marseille. Marseille et Strasbourg après, C'est ouais. ça. Et il termine Marseille et Strasbourg. Ouais, à ok. Strasbourg. Ok, très bien. Ouais, il y Bon. a peut-être Auxerre, effectivement. Bon, on va quand même se projeter sur le prochain match parce que si c'est le match d'une saison, le match de cette fin de saison qui plus est, pour les Verts, un match toujours à part. Lyon qui est en pleine bourre et évidemment la dynamique est en leur faveur. Ils ont perdu un seul match en 2 mois et c'était d'ailleurs contre Strasbourg qu'on retrouvera un peu plus tard dans la saison, enfin dans la fin de saison. Le match aller, les Verts avaient, on pourrait dire, sauvé les meubles en tout cas au tableau d'affichage en s'inclinant 1-0 avec un but de Lacazette. Mais que peut-on espérer cette rencontre, ce match retour, guichet fermé, ambiance bouillante. On pose systématiquement la question avant chaque derby, mais est-ce que cette équipe peut-elle vraiment s'appuyer sur espérer avoir un supplément d'âme qui puisse la transcender, ou c'est quelque chose totalement illusoire, de fantasmé, et qui en fait n'arrivera pas à combler l'écart abyssal entre les deux équipes? Qu'est-ce que tu en penses, Antoine? Ah. Oula, C'est pour Il y a un Bordeaux petit de la bug fin. de Karl. vous m'entendez? Ouais. Ouais, c'est bon, Karl, on Alors, t'entend là. je vais y aller du coup parce que j'ai compris la question. Pour ma part, je crois totalement au supplément d'âme. Je crois totalement à une volonté farouche de remporter le derby, peut-être de s'offrir un peu d'honneur dans une rencontre, dans une saison, pardon, qui en aura manqué parce que je ne crois pas qu'il y ait de tricheurs dans cette équipe.
Je l'ai jamais pensé. Je pense qu'il y a vraiment des joueurs beaucoup trop limités, mais il n'y a pas de tricheurs. Il y a des joueurs de national qui ne sont pas des tricheurs, mais c'est des joueurs de national, c'est ça le problème. Et moi, je crois en ça. Mais encore une fois, le gap, il est trop important. J'ai vu le match de Lyon parce que je travaillais hier pour RTL. J'ai vu le match de Lyon en intégralité face à Auxerre. Lyon, ils se font à peine bousculer en deuxième période, ils réaccélèrent, ils mettent le troisième but, ils plient le game. Et il n'y a pas à Lyon un joueur qui me semble être un joueur d'un niveau aussi faible que ceux qu'on a chez nous. Donc après, on ne sait jamais. Hein, fait de match, l'histoire d'un match, le centième derby où tu fais que concéder des occasions et finalement sur un coup de pied arrêté tu l'emportes. Oui, ça existe, ça existe. Et je prie et je prierai pour ça et je serai à Geoffroy Guichard avec les doigts croisés et les yeux tournés vers la Sainte Vierge pour espérer ça. Mais si on est raisonnable, bah, Lyon nous est supérieur de 2 ou 3 classes d'écart. Ok, Antoine, toi, qu'est-ce que t'en penses? Je partage malheureusement le même avis que Timothée. Au match aller, j'avais déjà terriblement peur que ça tourne en démonstration totale. Finalement, on avait été presque surpris de perdre 15-0. On se rappelle de la fameuse image de Olivier Dalloglio qui presque se présente en zone mixte et face aux médias tout sourire en ayant évité le pire parce qu'on nous promettait tellement l'enfer pour cette rencontre que finalement le 1-0, on était presque heureux de s'être incliné là-dessus. Mais quand on regarde encore une fois les effectifs des deux équipes, je pense que depuis qu'on est remonté en Ligue 1 en 2004, l'écart a jamais été aussi grand. L'écart de niveau, l'écart de joueurs. En fait, la SS a jamais été aussi faible depuis qu'on est remonté en Ligue 1 en 2004. À l'époque, c'était avec Eli Bob. Depuis, je crois que c'est l'équipe la plus faible de la SS. Euh, donc j'arrive pas, même si Lyon, c'est pas le grand Lyon encore, mais cette équipe de Lyon, elle a fait son meilleur match de la saison, je pense, dimanche contre Auxerre. On a vu une équipe qui était cohérente, une équipe qui était ultra performante offensivement, qui est capable de faire super mal avec une entente. On a vu l'entente avec Lacazette et Mikotadze, ça a été un débat cette saison dans le Rhône, hein, comment les faire jouer tous les deux. Là, on sent qu'ils ont vraiment trouvé une formule. Ryan Cherky qui est plus qu'éblouissant depuis plusieurs semaines. On a Tolisso qui retrouve un vrai niveau de patron dans l'entrejeu. J'arrive pas à imaginer comment un pauvre Maxence Bernauer, un pauvre Michael Nadé, un pauvre Léo Petro, un pauvre Denis Apia puisse tenir ne serait-ce qu'une demi-heure face à cette équipe-là. Donc voilà, il faut espérer, il faut croire, il faut se dire que parfois il y a des matchs fous avec des éléments qui tournent en notre faveur, des barres qui ne veulent jamais rentrer de leur côté et des poteaux qui viennent nous aider d'une autre, des faits de jeu, des blessures, des cartons qui puissent un petit peu mettre un peu de folie, mais sur le papier, malgré l'ambiance du chaudron, malgré la folie qu'il peut y avoir dans ces matchs-là, je n'arrive pas à imaginer ne serait-ce comment on peut tenir un match nul tant notre équipe défensivement est faible et a montré qu'elle avait ses limites, surtout qu'elle avait ses limites dès que quelque chose ne se passait pas dans son sens. Elle a l'habitude d'offrir des buts à l'adversaire, cette équipe-là. Ça a été le cas ce week-end, ça a été le cas contre le PSG, ça a été le cas contre à peu près toutes les équipes de Ligue 1 qu'on a joué quand on a pris des roustes. Et surtout, dès qu'elle prend un but ou deux, cette équipe, elle se désolidarise, elle perd complètement ses moyens et elle est capable de s'enfoncer très très loin. Et c'est ce qui me fait le plus peur dans ces matchs-là, c'est que dès qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, et ben cette équipe elle est capable de tout abandonner. Est-ce que ça sera le cas ce week-end? J'espère pas, mais plus d'une fois cette saison ça s'est passé comme ça, donc ça me fait terriblement peur. Et justement, enfin, est-ce que pour vous, il y aurait des changements effectués dans la composition de l'équipe pour essayer de résister le plus longtemps possible, en tout cas aux assauts lyonnais, et espérer le plus longtemps possible, même si on a bien compris, que ce soit dans ta parole, Antoine, ou dans celle de Timothée, que ça semble vraiment quasiment mission impossible. Est-ce que vous, il y a des changements? J'imagine que le Moefake pourrait, selon vous, sortir de la composition de l'équipe, mais avec qui à la place? Est-ce que défensivement, Masson, on sait que Masson est suspendu, mais enfin, est-ce qu'il y a des changements à opérer selon vous, Timothée? Euh, Bah écoute, oui, Mouefek, je pense que de toute façon ça se fera. Je pense que Tardieu a une meilleure, a plus à apporter. Devant, je changerais rien. Chouari et quoi. En défense, je changerais tout, mais c'est pas possible. Donc, je sais pas. Moi, j'ai la sensation que le défenseur central le moins mauvais qu'on ait, c'est Batou Binsika, même s'il a vraiment eu des périodes creuses. En fait, je sais pas. Je sais pas. Non, Bernauer me rassure pas du tout.
Pas du tout, du tout. Il me transmet une espèce de stress quand il est sur le terrain. Je sais pas si c'est pareil pour ses partenaires, j'espère que non. Donc, non. Et puis en plus, je vais te dire, cette année, j'ai un peu cravaché. J'ai pas eu assez le temps de m'intéresser au petit Garagna qui était en réserve. Donc je sais pas s'il y a des latéraux dans l'équipe jeune qui pourraient, avec un peu la culture derby, mais même si je pense que c'est un peu comment dirais-je, un mirage qui pourrait apporter quelque chose. Donc non, je sais pas, non, non, je changerais pas grand-chose, quoi. Franchement, je changerais pas grand-chose. Non, je changerais pas. Ouais, j'ai pas de solution. Et, et J'ai pas de toi, solution. et toi, Antoine, des changements à opérer ou pas pour Eric Orneland? Bah, je vois vers 85-77 dans le chat là sur Twitch qui me souffle mon idée. Mouton, je pense que c'est un match où on pourrait relancer Mouton dans l'entrejeu à la place d'Aymen Bon. Ouefek. Euh, Il y a une Ouais, période où bonne ça tournait idée. plutôt bien. L'entrejeu à Saint-Étienne tournait plutôt bien, où il y avait Mouton, Ekwa et Bouchouari. Ekwa et Mouton, qui sont deux travailleurs, des mecs qui enchaînent les kilomètres, qui ratissent beaucoup de ballons, etc. Et ça avait donné un peu plus d'espace à Bouchouari pour s'exprimer et aider les joueurs offensifs. Et je me dis qu'il n'a pas beaucoup joué ces dernières semaines. Il peut être revanchard, c'est un vrai gars de Saint-Étienne. C'est un vrai mec qui connaît les derbies, qui en a joué toute sa vie, qui vit pour ce club-là. C'est un vrai fan de l'ASS, Louis Mouton, et ça pourrait être un mec qui, dans un derby, peut nous faire du bien, peut amener son caractère, peut amener sa culture derby. Hein. C'est important d'avoir une culture derby dans ces matchs-là. On a bien vu pendant des années cette culture derby chez les Lyonnais, chez tous ces joueurs qui sortaient du centre de formation, nous a fait terriblement mal. Parce qu'eux, ils arrivaient le couteau entre les dents, eux, ils étaient méchants, eux, ils étaient roublards, eux, ils nous faisaient mal. Et il n'y a pas beaucoup de joueurs de la SL qui sont formés au club, qui sont présents sur la pelouse. Donc je me dis, ça pourrait être bien si un joueur comme Mouton, qui est loin d'être déméritant, c'est un vrai bosseur, c'est un mec qui dit rien, il a été titulaire, il a été remplaçant, il a eu beaucoup de moments différents dans cette saison-là. Et ça pourrait être une belle récompense de le mettre sur ce match-là, parce que je suis sûr qu'on ne serait pas déçu par sa performance. D'accord, très bien. Messieurs, est-ce que je peux vous demander un petit pronostic en étant le plus réaliste possible? Timothée, pour commencer. Euh, le cœur dit un partout. La raison dit 1-3. 1-3, ok. Donc un but pour la SSE quand même, mais une défaite par 3 buts quand même. Et toi, Antoine? Et ben moi le cœur dit match nul avec des buts 2-2 et la raison dit 4-1 pour l'Olympique Lyonnais. Ah d'accord, bah, c'est crescendo. Et dans le chat, du coup, un peu d'optimisme ou c'est de pire en pire et on va terminer sur un 5-1? J'ai un 5-1 de vers Ah, 85-77 qui nous dit 5-1 pour l'OL. On a Céline qui nous pronostique un 2-2. El Cato, le message positif, le seul qui voit une victoire, 2-1 pour Saint-Etienne. Et on a Mais Étienne qui fait vous un avez petit parallèle. Alcato. On a Étienne qui fait un petit parallèle à la saison 2021-2022 où on descend, où justement il dit, souvenez-vous du derby de cette saison-là, on fait un partout, alors que tout le monde nous donnait perdant. Je crois que c'est une égalisation de caserie sur penalty dans le temps additionnel ou à la 90e. Donc pourquoi pas, mais c'est vrai que la plupart de nos suiveurs sont assez pessimistes. On a Foulk 63 qui nous dit je n'y crois pas trop parce qu'on n'a jamais performé contre les grosses équipes, à part un Lille au fond de la gamelle en début de saison où sinon on n'a jamais créé de surprise. Euh, on a Piazza Le Breton qui nous dit ce derby me paraît très déséquilibré, je crains vraiment le score. On a Leïla qui nous dit le problème c'est qu'on tient une seule mi-temps et sur coup de pied arrêté on risque de se faire laminer. Et là, il y a d'autres scores qui viennent de tomber. On a Spider Fox qui nous dit 0-3 pour l'OL. Actimel qui nous dit 3-1, mais je ne me prononcerai pas sur le vainqueur. On a Golorix qui nous dit victoire 2-0. Céline qui nous dit 1-6. Là, c'est la voix de la raison, apparemment. J'espère pas. Euh, et puis, euh, et puis, on a Salim sur YouTube qui nous dit, pour sincèrement être honnête, je vois un 1-4 pour les quenelles, on est trop faible en défense et on fait trop d'erreurs individuelles. Donc espérons que nos 11 joueurs dimanche prochain fassent mentir les pronostics. Donc le seul qui nous voit gagner, son pseudo, c'est Hugo Loris. Donc il n'y a rien qui va.
C'est Golorix, ouais. C'est Golorix, pardon. Bon, très bien, merci beaucoup Gab. Bon, on passe à la partie la plus ludique de l'émission, le SNC Challenge. C'est parti. Merci en tout cas Gabriel, tu viens de me saboter dans le temps additionnel ma première question, qui était de vous demander à quelle minute, alors, Aïe, aïe, aïe. qui avait marqué le but du dernier derby à domicile. Donc Kazri, et la minute tu l'as dit dans le temps additionnel. Donc moi j'en ai improvisé une qui est purement hasard, et si vous avez suivi un peu les réseaux et les infos, je vais vous demander de donner l'affluence du match contre Brest ce week-end, et le plus proche remporte un point. Vas-y Timothée. Ouais, 33 500. Ok, et toi Antoine, tu dis combien? Je dirais 33 300. Ok, et bah ça va être un point pour Antoine, parce que l'affluence finale est de 32 834. Donc le premier point est pour Antoine sur cette question totalement préméditée et réfléchie. Deuxième question, on va faire des enchères. Combien de joueurs qui ont disputé le dernier derby à domicile, donc en octobre 2021, conclu sur le... enfin, 2021, en octobre 2021, pouvez-vous me citer parmi les titulaires et les joueurs entrés en jeu? Il y en a 15 exactement. Qui a gagné le point? C'est Antoine. Combien de joueurs peux-tu me citer? Sur le dernier derby à domicile. Oui. But de Je Kazri à la dirais 7. 7. Timothée, combien tu dirais toi? Euh, on parle que de joueurs de Saint-Etienne. Hein. Oui, des joueurs de Saint-Etienne, titulaires ou remplaçants entrés en jeu. Euh... 8. Antoine, tu te sens d'en dire plus ou pas? Ouais, je me tente le 9. Ok, tu enchéris Timothée ou pas? Euh... Non, je laisse. Ok, bon bah vas-y Antoine, c'est parti. Première erreur, c'est point Bon, bah, pour Timothée. Vas-y. comment par Wabi Kazri. Très bien, ouais, le buteur. Alors, on va commencer. Je pense qu'il y avait Denis Bouanga. Oui, c'est titulaire. Il devait avoir Boudbouz, Titulaire également. Donc on en est Youssouf, titulaire dans l'entrejeu, donc ça fait 4. Gourna. Gourna entré en jeu, effectivement, remplaçant 5. On devait avoir. Est-ce que c'était pas Madi Camara en capitaine? C'est Madi Camara en capitaine, je vais te dire ça. Madi Camara. Madi Camara en capitaine. Attends, bouge pas, je vais te dire ça. Mais Madi Camara, non pas en capitaine, mais bouge pas, il est où? Si, non, Madi Camara n'était pas en capitaine. Et il est où d'ailleurs? Il est pas. Bouge pas, attends, bouge pas, j'ai un trou de mémoire. Madi Camara était présent sur la feuille de match, mais mon capitaine, je peux pas te dire. Effectivement, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, pardon. Il manque 3. À la cage, c'était. Ça devait être encore Green à la cage. Effectivement, 7. Est-ce qu'on avait Romain Amouma? On avait Romain Mouma qui est entré en jeu, oui. 8. Qui c'est qu'on avait Ah, bon, on avait notre cher ami Timothée Kolodjadjiak, je pense. Et ouais, effectivement, 9. Bien joué Antoine, deuxième point pour toi. Est-ce que tu te Bravo. sens, est-ce que tu te sens de deviner les autres ou pas? Ah, comme ça, de tête, j'aurais dit Moukoudi. Oui. Aouchiche, est-ce qu'il jouait à Aouchiche ou pas? Il est entré en jeu, effectivement. Il en manque. Toute la nouvelle génération de la descente en Ligue 2. Effectivement, il en manque 1, 2, 3, 4. Il n'y avait pas Nordin qui a dû jouer, peut-être il est rentré ou il était titulaire. Nordin titulaire. Donc il en manque plus que 3. Ouais, bon, voilà. Ouais, tu t'arrêtes là? Euh,
Bah, Ouais, je m'arrête là, ça eh va bah, dire des bêtises. en défense, il y avait Miguel Trauco en titulaire, en couloir gauche. Il y avait Ivan Neyou au milieu de terrain. Et puis il y avait Jean-Philippe Crasso qui est rentré à la 89e minute de jeu en toute fin de match. Donc bravo Antoine, parce que tu nous en as donné 11, il me bravo. semble. Bravo à toi. Et la dernière question, sous Orneland, il y a 11 joueurs qui ont disputé au moins 500 minutes de jeu. Je vous demande chacun votre tour de citer un joueur, et le premier qui se trompe perd le point et le donne à l'autre, à l'adversaire. Donc ça sera toujours la main pour Antoine, qui a gagné les 2 premiers points. Je t'écoute Antoine. Voilà, Gauthier Larsonneur. Effectivement, c'est le numéro 1 qui a disputé tout le temps de jeu depuis l'arrivée d'Eric Orneland. À toi, Timothée. Nadé. Nadé, deuxième, effectivement. Antoine. Petro. Petro, troisième. À toi, Timothée. Apia. Apia, dixième. Antoine. David Ashvili. David Ashvili, septième, effectivement. Stassin, quatrième. Bouchouari. Bouchouari, cinquième. On va tous les faire, effectivement. Et quoi? Et quoi, sixième? On en a dit combien, la Carl? On en a dit 11, on en a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on en a dit, il en reste 3. C'est qu'on a derrière. Vatou Binsika, peut-être. 8ème, effectivement. David Ashvili, on l'a pas dit. Si, c'est déjà dit. Cardona, on l'a dit aussi. Cardona, 9ème. Il en manque un dans le top 11. Et si vous trouvez, on ira chercher juste au-dessus. Là, maintenant. Wefek. Et non, Antoine, c'est perdu. Mouefek est 16ème. 16ème. Est-ce que tu as une idée, Timothée, ou pas? En fait, 500 minutes, c'est pas énorme. Ouais. Donc, peut-être Bernauer. Bernauer est 15ème aussi. Je pense qu'on n'en parle pas tant que ça, mais en fait, il a lui joué genre 580 minutes. Donc, non. Timothée, tu remportes le point. Mais c'est un milieu de terrain et c'est Florent Tardieu. Le 11e joueur à avoir joué le plus de temps de jeu. Effectivement, après il y a Masson, Mouton, Boaké, Bernauer, Mouefek, Cornu et Fomba. Fomba qui a joué 200 minutes de jeu depuis l'arrivée d'Eric Orneland dans le Forêt. Bon, c'est une victoire pour Antoine, 2-1. Bravo Antoine. Merci. Il est temps pour moi de clôturer cette 178e émission. Merci beaucoup messieurs d'avoir été là pour ma première et pour cette émission qui a été agréable malgré l'amorosité ambiante et le peu d'espoir qui reste d'ici la fin de saison. Merci Gabriel et toutes les personnes présentes dans le chat. N'hésitez pas à parler de l'émission autour de vous. Je salue effectivement également ceux qui nous écoutent en podcast, que ce soit sur toutes les plateformes, Deezer, Apple Podcast, Spotify, YouTube Music. Et on vous dit à la semaine prochaine pour le débrief du derby. Voilà, bonne soirée à tout le monde et allez les Verts. Ciao, merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. On me mute, messieurs, merci.